je venais juste à l'instant de l'expliquer, on attend votre avis sur le maintien du taux actuel de remboursement des actes médicaux, hein, qui est élevé à 76,5%. Alors, comme j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de le dire, dans mon programme, une des lignes de force, c'est de maintien de grands services publics à la française. Et en particulier, le maintien de la sécurité sociale publique pour tous. Je me permets d'insister, j'en profite pour parler un petit peu de mon programme, que si actuellement il y a des menaces qui pèsent sur la sécurité sociale, elles ne sortent pas d'un chapeau, elles viennent directement de l'Union européenne et notamment des rapports sur les grandes orientations politiques et économiques publiés chaque année par la Commission européenne pour chaque pays et notamment pour la France, en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Vous avez noté par exemple que M. Fillon, dans un premier temps, avait commencé à envisager le démantèlement partiel, enfin progressif de la sécurité sociale. Moi, dans mon programme, j'ai prévu de faire inscrire, enfin de proposer aux Français de faire inscrire dans la Constitution l'ensemble des grands services publics à la française, EDF, GDF, la SNCF, la Poste, Orange, les sociétés d'autoroutes, sociétés de concession d'eau, et aussi la sécurité sociale et la retraite par répartition. Je veux donc non seulement garantir le remboursement, je ne veux pas que la sécurité sociale disparaisse progressivement au profit en fait d'assurance privée. Je ne veux pas qu'on impose aux Français le mode à l'anglo-saxonne, à l'américaine, avec une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres. Et comme je le dis, ça ne remonte pas à la Libération, même si la sécurité sociale a été créée à la Libération, ça remonte dans notre histoire nationale à Saint-Louis, à Louis IX, qui dès 1260 crée le premier établissement public sur fonds publics pour guérir des aveugles. C'était l'hôpital des 15-20. Donc je signe des deux mains, non seulement pour maintenir le niveau de remboursement, même peut-être pour l'augmenter. J'ai prévu dans mon programme de mieux rembourser les frais dentaires et les frais oculaires. Moi, je ne me satisfais pas qu'il y ait des sans-dents, si vous voyez ce que je veux dire, et pour le maintien de la sécurité sociale. Je signe donc des deux mains. C'est maintenant que je le fais. Merci. Vous pouvez signer dès maintenant, oui, dès à présent. Donc, je vais poursuivre. Je m'appelle Johan Reboul, je suis un étudiant de 18 ans de Nîmes et donc également ambassadeur puisque je suis très actif sur change.org. Donc je vais commencer avec la première pétition, celle de Jean Laurent, qui demande de ne pas toucher à la loi littorale. En fait, cette loi a été créée en 1986 et elle protège nos littoraux français de l'expansion urbaine. Et donc 262 000 personnes aujourd'hui défendent aux côtés de Jean Laurent de laisser telle quelle cette loi qui est chère et qui protège nos littoraux. Qu'en pensez-vous ? 1000 fois d'accord. Vous avez la pointe du Raz qui est ici représentée. Il se trouve que j'ai un quart de sang breton et que nous avons une maison de famille qui est à près de Croydon, donc à quelques kilomètres de la pointe du Raz. Moi, je suis allé dans beaucoup d'endroits du monde, et en particulier tout autour de la Méditerranée. Il y a un saccage général du monde le long du littoral. Il y a une espèce d'héliotropisme voilà. Allez vous balader sur les littoraux en Turquie, par exemple, ou en Espagne, en Italie, on s'aperçoit qu'on est en train de livrer à nos arrière-petits-enfants une planète épouvantable. Moi, je pense que c'est un sujet extrêmement important. Pourquoi la Corse est-elle belle ? Parce que justement les Corses ont refusé pendant longtemps. Pourquoi la Bretagne est-elle belle ? Parce que justement il y a la loi littorale. Si vous allez en Pacifique Sud, allez vous balader à Hawaï d'un côté et allez en Nouvelle-Calédonie de l'autre, vous verrez notamment à l'île des Pins, où les Kanaks ont refusé le bétonnage des plages, c'est le paradis terrestre. Si vous allez à Hawaï, c'est devenu, pas l'enfer, mais c'est devenu la société extrêmement urbanisée. Donc moi je suis effectivement... Plus généralement, il ne faut pas que la loi du profit maximal devienne l'alpha et l'oméga de la politique publique. Je suis 1000 fois d'accord pour qu'on ne touche pas à la loi du littoral. J'aurais même tendance d'ailleurs, là aussi comme précédemment, à vouloir en renforcer les contraintes. Je sais d'ailleurs la pression qu'il y a, notamment les promoteurs immobiliers, tout au long de la Méditerranée. J'avais été stagiaire de l'ENA à Nice il y a déjà un certain nombre d'années, et déjà il y avait une pression colossale sur le sujet. Il faut absolument maintenir cette loi. Merci.
écoutez, je vais enchaîner cette fois en abordant le sujet des zones agricoles qui se trouveraient proches des infrastructures scolaires, de loisirs, sportives, culturelles, etc. Et ici, en l'occurrence, vraiment des écoles qui sont traitées par des pesticides, et ce pendant que les écoliers riverains occupent leur école. Donc les effets dévastateurs, très toxiques des pesticides ne sont plus à prouver. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, rien qu'en Gironde, un enfant qui naît là-bas présente 20% de risque supplémentaire de pouvoir mourir d'une leucémie. Donc il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en œuvre, mais on ne traite pas en fait la problématique première qui est la qualité des produits qui vont traiter ces sols. Aussi, Marie-Lise Bibé-Iran a donc lancé cette pétition et a reçu aujourd'hui 200 000 signatures favorables à ce qu'on utilise et ce qu'on demande, à ce qu'on impose l'utilisation de produits bio, et ce hors présence des enfants, sur toutes les zones agricoles qui se trouvent proches des écoles. Et a fortiori, bien sûr, de tout ce que je viens de vous précéder, les infrastructures où il y a des riverains. Voilà. Quel est votre sentiment? Je suis d'accord. On assiste en ce moment, depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, mais à une augmentation du nombre de cancers chez les jeunes, et qui viennent notamment de la multiplication de l'utilisation des engrais, des pesticides, dans la vie quotidienne. Il y a aussi tout ce qui est les perturbateurs endocriniens. Vous savez que sur ces questions, là aussi, comme pour la loi littorale d'ailleurs, on est soumis à une espèce de loi du profit maximal. Le problème de l'agriculture en France, c'est qu'elle est assujettie aux traités européens, article 38, article 39. Article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pose le principe que la politique agricole commune a pour objectif l'augmentation de la productivité. Si vous y réfléchissez un instant, c'est quand même complètement délirant, parce que l'on fixe un objectif d'augmentation de la productivité sur 3 ans ou sur 5 ans pour un plan quinquennal ou triennal, d'accord, mais un traité, c'est signé a priori pour des centaines d'années. Ça veut dire qu'on est dans une espèce de course folle à la productivité. On met les agriculteurs familiaux dans une situation où ils ne sont de toute façon pas concurrentiels, parce qu'il n'y a pas de coréen dans l'agriculture dans un certain nombre de pays européens. Et moi, mon objectif, c'est d'arrêter la disparition de l'agriculture familiale. Il y avait 4 millions d'agriculteurs familiaux en 1960, il n'y en a plus que 400 000. Et si on continue comme ça, à horizon de 10 ans, il n'y en aura plus que 40 000, et on aura de l'agro-business avec la multiplication de tous les produits chimiques que vous évoquez. Et en revanche, il y a une forte demande en ce moment dans la jeunesse française notamment, mais pas seulement. Il y a des gens qui ont envie de se réinstaller à la terre, d'aller vers l'agriculture biologique, vers la permaculture. Je trouve que c'est la bonne chose, ça serait effectivement de commencer par le commencement et de faire ce que vous dites, ça me paraît une très bonne idée. J'y avais pas songé, je signe volontiers. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc je vais poursuivre avec un nouveau sujet à présent. C'est Eric qui a lancé une pétition pour la revalorisation de l'allocation adulte handicapé. Il faut savoir aujourd'hui que cette allocation est en dessous du seuil de pauvreté. Depuis le 1er avril, il s'établit à 810 €, donc 200 € en dessous du seuil de pauvreté. De plus, Eric dénonce que cette allocation est dépendante du revenu du conjoint ou de la conjointe. Donc si nous prenons un exemple du conjoint ou de la conjointe qui touche le SMIC, ce sera 200 € en moins pour cette allocation. Donc Eric revendique avec ses plus de 106 000 signatures aujourd'hui une revalorisation réelle de l'allocation adulte handicapé sans prise en compte du salaire du conjoint ou de la conjointe, ce qui serait un vrai signe de respect pour les plus d'1 million d'handicapés aujourd'hui qui touchent cette allocation. Donc quel est votre avis sur ce sujet? Mon avis, c'est que j'ai consacré dans mon programme un plan spécifique sur les personnes handicapées. Parce que force est de constater quand on voyage, notamment en Europe, que la France est un peu en retard sur la politique générale des pouvoirs publics vis-à-vis des personnes handicapées. Retard quant à l'aménagement, par exemple, d'accès aux grands services publics, retard en matière éducative, retard où on a un peu tendance à placer les personnes handicapées dans des trucs à part, alors que je pense que c'est largement une erreur. Retard aussi un petit peu dans le regard qu'on porte sur les personnes handicapées, dans la dignité qu'on leur doit.
et effectivement retard sur l'allocation. C'est pas seulement d'ailleurs l'allocation des adultes handicapés, il y a aussi les retraites. Vous savez qu'il y a un problème en France où vous avez des gens qui ont 70 ans, qui n'ont pas forcément cotisé tout le temps, tout au long de leur vie, notamment en zone rurale ou outre-mer. Et on a en France des gens qui ont 70 ans et qui ont une retraite tellement minable, tellement misérable, qu'ils sont en dessous du seuil de la misère. Donc moi j'ai fixé comme objectif qu'il y ait 950 € de retraite minimum pour tout le monde, une espèce de minimum vieillesse, et je suis tout à fait d'accord pour que ce soit aussi le cas des adultes handicapés, et effectivement que ce ne soit pas une prise en considération aussi du salaire du conjoint. Voilà. Merci. J'en profite pour dire que notre mouvement éprouve un peu de fierté à l'idée qu'on va présenter des candidats aux législatives dans les 577 circonscriptions de France, et je crois qu'on sera peut-être le seul mouvement politique à présenter dans 2 circonscriptions. Nous avons comme candidats des non-voyants, qui sont 2 personnes formidables, notamment l'un des 2 qui a été le meilleur de nos démarcheurs et qui a obtenu à lui seul plus de 40 parrainages pour ma candidature à la présidentielle, qui est un homme qui a 40 et quelques années, qui par ailleurs qui fait du judo, qui a un dynamisme formidable, qui est non-voyant, et avec lequel je suis très très heureux de présenter un candidat dans la Manche. Merci. Bon, eh bien, je vais passer sur un sujet assez sensible cette fois-ci, qui concerne en fait les délais de prescription des actes pédophiles. Donc aujourd'hui en France, on a tout de même un enfant sur 5 qui est victime de ces affreux actes, qui reste victime en fait toute sa vie, avec un fardeau qui est par moments, qui est même toute sa vie très compliqué à raconter, par moments, pour beaucoup, indicible. Et pour autant, on a un délai de 20 ans passé la majorité, excusez-moi, pour pouvoir s'exprimer sur les faits, pouvoir les restituer, pour enfin avoir, si je puis dire, gain de cause, et que le criminel puisse payer de ses actes. Bon. Donc ici, Séverine Mayer, qui a reçu plus de 168 000 signatures, propose qu'on interdise ces délais de prescription, tant il est compliqué finalement pour les victimes de pouvoir réussir à restituer ces faits dans un délai. Il y en a beaucoup qui se prononcent même très très tardivement, parce qu'il y a aussi tout ce problème de prescription, aussi bien en famille, sociale, etc. Donc quel est votre sentiment ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est effectivement un crime absolu. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'aime pas beaucoup parler de ces questions parce que je suis très gêné. Et je trouve que là, c'est vraiment quelque chose de terrifiant. Je crois effectivement, de toute façon, ça pose un problème actuellement. La prescription est de 20 ans. Donc, je crois qu'il y a des projets de la porter à 30 ans. Il me semble avoir vu ça. L'idée de l'imprescriptibilité ne me dérange absolument pas. Je pense même que c'est sans doute justifié. Bon, j'ai pas tout à fait toutes les connaissances juridiques pour en être absolument certain, parce que peut-être que les juristes expliqueront qu'il y a des problèmes, mais a priori, comme il y a d'autres crimes qui sont imprescriptibles, je signe tout à fait volontiers. Merci. Je vais poursuivre avec une nouvelle pétition qui a été lancée par Laurent, un infirmier, et qui demande d'améliorer les conditions de travail du personnel de santé. En effet, il faut le savoir, aujourd'hui, le monde hospitalier manque cruellement de personnel, ce qui détériore leurs conditions de travail et ce qui peut mettre en danger autant les soignants que les soignés, donc toute la population française. Donc c'est 85 000 personnes aujourd'hui qui demandent, avec Laurent, un meilleur engagement à investir un personnel de santé et à reconnaître et donc à améliorer pardonnez-moi, les conditions de travail de tous les soignants. Donc quel est votre point de vue sur ce sujet ? On voit tous les mots de la société française qui défilent avec vous. Et là aussi, je suis obligé d'être totalement d'accord. Je connais un petit peu les conditions de travail dans les hôpitaux.
se trouve que j'ai ma fille qui est actuellement interne en médecine et qui, je la vois, elle travaille plus de 70 heures par semaine. En tant qu'interne en médecine, elle gagne beaucoup moins que le SMIC. Là, vous parlez des infirmiers, c'est plus généralement, il y a une exploitation des internes en médecine qui est inimaginable. D'ailleurs, il y a des grèves larvées parce que c'est au-dessus du seuil de tolérance. Les gens, non seulement qui travaillent, qui ont des lourdes responsabilités, c'est le cas des infirmiers aussi, mais qui de surcroît parfois travaillent 60 heures, 70 heures par semaine et qui en plus de ça sont même pas payés le SMIC. On est dans le domaine de l'exploitation. Je vais signer très volontiers cette pétition également. Merci. Donc cette fois-ci, je vais aborder le sujet de la protection animale. Donc avec cette pétition qui concerne l'interdiction de l'abattage des vaches gestantes, donc enceintes. Pétition qui a été lancée par l'association L214 et qui a recueilli plus de 150 000 signatures à ce jour. Et donc qui dénonce finalement un crime qui est Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on abat une vache tandis qu'elle est enceinte, le fœtus... Pleine, c'est le meilleur terme. Le fœtus en fait souffre de longues minutes. Et ensuite, une fois qu'on récupère la carcasse de la vache, il est jeté aux ordures. Donc ensuite, il agonise. Il est jeté aux ordures avec tous les autres déchets animaux. Chose qui est tout de même assez abominable à imaginer. Donc il y a quand même 180 000 vaches en France qui sont concernées par l'abattage, tandis qu'elles sont prêtes à mettre bas. L'association pousse à ce qu'on interdise de les abattre et à minima lorsqu'elles sont enceintes du dernier tiers. Voilà. Honnêtement, c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Donc, quelles sont les raisons pour ne pas signer cette pétition? Qu'est-ce que font valoir les opposants? On a des cas de personnes candidats comme vous, qui se sont dit vouloir vérifier un peu plus la faisabilité technique aussi d'une loi spécifique sur cette question. C'est un peu l'exercice qu'on vous propose aujourd'hui, soit vous estimez que vous voulez prendre un engagement dès maintenant, ou peut-être vous donner rendez-vous aux ambassadeurs citoyens rapidement, une fois que vous aurez eu la possibilité de creuser le sujet. Parce que moi je ne connais, si vous voulez, moi il y a une chose qui est certaine, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, et c'est plutôt un progrès dans la conscience de l'humanité, qui sont sensibles au bien-être animal. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. La seule chose que je ne sais pas là-dedans, c'est si je m'engage, et d'abord, au passage, je signale, j'en profite pour dire quelque chose que j'aurais dû dire depuis le début, c'est que là, on est plutôt, à de nombreux égards, dans des programmes législatifs, plutôt que dans le programme présidentiel. Je rappelle, il ne faut pas confondre l'élection présidentielle et les élections législatives. Là, on est en campagne présidentielle. Le président de la République, son devoir, c'est d'assurer, d'être garant de l'indépendance nationale, de l'unité du territoire, du respect des traités, du respect de la Constitution. Il est le chef de la diplomatie, le chef des armées. Il ne faut pas confondre avec le Premier ministre et le gouvernement qui émaneront des élections législatives qui auront lieu, dont la campagne aura lieu en mai-juin. Alors cela étant, tous les candidats, et moi je suis, comme les autres, obligé de répondre aux attentes de l'opinion publique, pour présenter, mais moi je distingue bien ce qui est le programme présidentiel, que vous connaissez avec les grandes lignes, parce que moi je veux rendre l'indépendance nationale à la France, c'est-à-dire la démocratie en sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, avec le programme législatif que je ne pourrais mettre en œuvre, comme d'ailleurs tous les autres candidats, que si nous avons une majorité à l'Assemblée nationale. Comme ces élections actuellement prennent une tournure très inattendue, tout peut arriver. Je rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, il est régulier que le président des États-Unis soit élu et qu'au même moment, il y ait une autre majorité à la Chambre des représentants ou au Sénat. Avec cette particularité qu'aux États-Unis, il n'y a pas de Premier ministre, alors que nous, on a bien la différence. Voilà, donc tout ceci, en fait, ce dont on parle, ce sont des programmes plutôt de nature législative que j'approuve, et donc sur lesquels je m'engage, qui feront partie de notre programme plus législatif. Je ne pense pas avoir vu de choses qui concernaient spécialement le chef de l'État, même si, au cours d'une campagne présidentielle, on est obligé aussi de montrer quelles sont les orientations générales. Moi, je veux bien signer cette pétition. Je serai assez tenté de le faire. La seule question que je me pose, c'est
Est-ce qu'on a une idée de l'impact en termes économiques, notamment pour les agriculteurs? C'est ça la question. Et quelle en est la conséquence? Je pense que là-dessus, si vous souhaitez des éclairages, il faudra vous rapprocher de l'association qui saura mieux répondre que moi. En revanche, là où je peux quand même attirer votre attention, c'est que les éleveurs savent très bien quand les vaches sont prêtes à mettre bas, puisqu'il y a quand même beaucoup d'insémination. Donc, bon, bref. Et quel est leur intérêt d'ailleurs à abattre une vache Eh bien, j'allais y venir. Oui. L'intérêt, c'est que la carcasse d'une vache qui est vendue à l'abattoir varie, enfin son prix varie selon son poids. Donc forcément, une vache pleine est beaucoup plus lourde et beaucoup plus grasse, donc va peser plus lourde, si bien qu'elle sera vendue plus cher. Donc il y a un vrai intérêt économique par rapport à ça pour eux. Et c'est ce que veut décrier notamment l'association. C'est qu'on ne regarde pas finalement le bien-être animal, on regarde juste le fait qu'elle est suffisamment rentable pour s'en moquer du reste et à vendre quoi qu'il arrive. Et en même temps, je pense que l'impact économique est pris en compte par la proposition de l'association qui est de la précision, c'est au moins lors du dernier tiers de leur gestation, donc c'est pas non plus oui, mais par exemple pour un agriculteur, un éleveur, normalement c'est quand même un bien précieux aussi d'avoir un veau. Un jeune veau, donc pourquoi abattre une vache, surtout c'est au dernier tiers de la gestation? Bon, je crois que les veaux, justement, n'ont aucun intérêt pour ceux qui décident d'abattre leur vache, parce que il me semble, mais peut-être que là je m'avance, si ma mémoire est bonne, ce sont les vaches laitières, forcément, qui sont abattues, et donc le veau, ce n'est pas le même travail, donc ils n'en ont pas l'utilité, si je peux... Il y a moins de rentabilité dans le calcul entre garder le veau et... Ouais. C'est quand même triste quand on y pense. Ah oui, c'est certainement très triste. C'est tout de même laisser un animal à l'agonie. Bon bref, en tous les cas, voilà, je vous la propose et vous en disposez. Alors, c'est un petit peu gêné parce que j'ai l'impression de m'engager pour quelque chose dont je ne maîtrise pas totalement tous les tenants et les aboutissants. Je vais quand même la signer. Merci. Si vous le souhaitez, je pourrais même vous laisser une source. Oui, mais je vais me renseigner. Parce que c'est un premier indice que je ne connais pas du tout, en fait. Donc, mais spontanément, quand même, c'est vrai qu'on doit pouvoir trouver des moyens, même par exemple pour lutter, que si c'est vraiment des questions de celles que vous évoquez, c'est-à-dire pour que ça pèse plus lourd, on doit trouver quand même des moyens pour régler le problème d'une autre façon que par la souffrance animale, je pense. Voilà, c'est un problème de civilisation. Donc je vais poursuivre avec un autre sujet différent. C'est la prise en compte du vote blanc lors des élections. C'est Jean-Sébastien qui a lancé cette pétition et a recueilli plus de 268 000 signatures à ce jour. Et donc prendre en compte le vote blanc pour Jean-Sébastien, ça serait offrir un choix supplémentaire, donc un peu plus de démocratie, nouveau droit démocratique donc, pour les électeurs. Et donc un sondage Ipsos montre que 83% des Français y sont favorables. Donc nous voulions savoir quel est votre avis sur la prise en compte du vote blanc. Ah, ça c'est vite vu, c'est dans mon programme depuis déjà 2011, je l'ai déjà dit. Moi non seulement je propose la proposition de reconnaissance du vote blanc, mais le vote blanc de plein exercice, c'est-à-dire que non seulement le vote blanc est reconnu comme un suffrage exprimé, mais il emporte le caractère révocatoire des candidats. C'est le système qui existe en Suède et en Uruguay. C'est-à-dire que si dans un scrutin le vote blanc arrive en tête devant les candidats personnes physiques, le scrutin sera annulé, reporté d'un délai qui sera fixé par une loi organique, par exemple 2 mois, 3 mois ou 4 mois, on verra. Et puis il est réorganisé donc 3 mois après. Et les candidats qui participaient au scrutin annulé ont interdiction de se représenter. Alors, ça existe, c'est déjà arrivé, je crois, en Uruguay, pour une élection municipale. C'est pas facile qu'une vote blanc ait en tête d'une consultation. Et ça serait un moyen dont disposeraient les citoyens pour révoquer, s'ils estiment que les candidats qui leur sont présentés par l'ensemble des partis politiques, qu'il n'y en a pas un pour racheter l'autre, pour parler, si je peux dire, en termes un petit peu quotidiens. Voilà, donc je le signe des deux mains ici. Au temps précédent, je ne suis pas totalement certain de connaître tous les points des aboutissants, mais ça c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Merci.
Donc, eh bien, écoutez, cette fois-ci, je vais aborder le sujet de la transparence des dépenses qui sont faites, qui sont réalisées par les élus. Donc, c'est une pétition qui a été lancée par Christophe Greber, qui a recueilli plus de 140 000 signatures et qui souhaite une véritable moralisation de la vie politique, et ce, par la publication et la justification de toutes les dépenses, et notamment les crédits mis à la disposition des élus, tels que les frais de représentation dont on connaît l'IRFM, et la rémunération des collaborateurs. Donc la mesure ici qui est proposée, ce serait de publier donc, ces comptes sur un site internet rendu public qui permettrait de visualiser comment sont dépensées les deniers publics, et également de saisir la Haute Autorité pour la transparence afin qu'elle s'assure, elle, et qu'elle fasse son rôle, qu'elle résonne avec son rôle de contrôle pour permettre une vraie utilisation intelligente, si je puis dire, de ces fonds publics. Voilà, donc on attend votre avis. Est-ce que M. Fillon a signé ça? Alors, M. Fillon n'a pas répondu à nos appels, donc nous ne le verrons pas. Ah, c'est dommage. Ça aurait été croquignolé. Donc, moi, évidemment, je signe dès demain, puisque j'ai prévu d'abord d'imposer un casier judiciaire vierge à tout candidat, à toute élection. C'est d'ailleurs ce à quoi on s'impose. Nous allons présenter 577 candidats dans les 577 circonscriptions législatives, et nous veillons à ce qu'ils aient tous un casier judiciaire vierge, à commencer aussi par moi d'ailleurs. Deuxièmement, ce qui ne va pas de soi d'ailleurs, parce qu'il y a quand même question qu'il y ait des candidats présidentiels qui avaient un casier judiciaire noir comme du charbon. C'est quand même un con, parce qu'il y a quand même en France des quantités de professions où vous êtes obligé d'avoir un casier judiciaire vierge. Deuxièmement, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas en permanence avoir une politique de rigueur et dire que l'État dépense trop et avoir en même moment des complaisances. Donc moi j'ai dit, s'agissant des élus, casier judiciaire vierge, pas plus de 2 mandats consécutifs, afin de favoriser. Moi je ne veux pas qu'il y ait des élus toute leur vie. Ce n'est pas une profession d'être élu. Vous avez des gens qui sont députés depuis 25, 30 ans, 35 ans, bon, ça n'est pas normal. Le président de la République ne peut pas avoir plus de 2 mandats consécutifs. Je propose que ce soit étendu à tous les élus. Je veux aussi qu'il y ait le non-cumul des mandats. Je veux aussi qu'il y ait justement l'interdiction d'employer des proches ou des collaborateurs par exemple, je crois qu'il y a une candidate qui a des problèmes de cette nature avec son garde du corps qui était comme attaché parlementaire. Tout ça, ce sont des choses qui sont des détournements de procédure en définitive. Et je pense qu'en effet, même si ça n'était pas interdit par la loi, ça n'est pas sain du point de vue éthique d'embaucher des gens de sa parentèle, de sa famille. Voilà, tout à fait d'accord. Et tout à fait d'accord pour la transparence de la vie publique. Parfait, merci. Vous l'avez signé? Oui. Merci. Vous avez raison d'être méfiant. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous sommes le seul mouvement politique à avoir 0 € d'emprunt bancaire. Et nous ne vivons, nous, que des dons et cotisations de nos adhérents. Et j'ai prévu d'ailleurs, si je suis élu, de proposer une loi pour interdire le financement par des banques des partis politiques. Parce que vous savez, il y a eu des tas de scandales sur le financement des partis politiques, dont on ne parle pas exactement de cette pétition d'ailleurs. Et donc, auparavant, tout pouvait financer les partis politiques. Ça a été interdit d'être financé par des associations et des entreprises privées. Donc les partis politiques actuellement peuvent être financés soit par les dons et cotisations des adhérents et donateurs, jusqu'à une limite de 7 500 € par an, c'est ce qui nous finance, soit par un financement public. Nous, on n'en a pas pour l'instant parce qu'il faut avoir obtenu aux élections législatives antérieures au moins 50 candidats qui atteignent et dépassent 1%. Donc j'ai très bon espoir que nous allons y arriver dans quelques semaines et à ce moment-là, nous serons éligibles au financement public. Ça me paraît normal que la puissance publique contribue au financement de la vie politique. Mais il y a une troisième source de financement dont on parle très peu, même jamais, dont je suis le seul à parler, c'est le financement par des prêts bancaires. Alors même si les prêts doivent être remboursés, vous vous mettez quand même dans la main de l'établissement financier. Et je le signale au passage, il y a plusieurs partis politiques qui sont quasiment en faillite. Et l'autre jour, lors du débat, quand j'ai signalé, il y avait M. Fillon, par exemple, qui était là en train de nous expliquer qu'on allait voir ce qu'on allait voir s'il était élu. Il allait enfin imposer une bonne gestion et la lutte contre les déficits. J'ai quand même fait valoir que les Républicains, c'est quasiment le parti le plus en faillite de France, avec un emprunt bancaire de 67 millions d'euros et des fonds propres négatifs de 29 millions d'euros. Vous trouvez ça sur la CNCCFP. Donc moi, je proposerais l'interdiction que les partis politiques se fassent financer
par des banques fût sous prêt. Voilà, c'est-à-dire que finalement, un parti politique, normalement, s'il est représentatif de la population française, il doit trouver des sources de financement auprès du peuple français. C'est tout. Voilà. Très bien, merci. Alors le dernier. La dernière, on va rester en politique, puisque nous allons parler de supprimer le 49.3 de la Constitution. C'est une pétition qui a été lancée par Stéphane et qui recueille aujourd'hui 103 000 signatures. Et pour Stéphane, le 49.3 est un passage en force antidémocratique contre l'Assemblée nationale, et donc est une pratique d'un autre temps. Donc, nous l'avons pu voir que le 49.3 a été utilisé lors de la loi travail récemment, et un sondage montre que 75% des Français y étaient opposés lors de cette loi. Donc, quelle est votre opinion sur le sujet, la suppression du 49.3? Alors, mon opinion. Alors, d'abord sur la loi travail, puisqu'on en est à parler de la loi travail, moi, si je suis élu, je ferai abroger la loi El Khomri, comme la loi Macron, qui sont d'ailleurs des lois qui portent mal leur nom, parce qu'elles sont en fait imposées par l'Union européenne, toujours par le rapport des grandes orientations de politique et économique dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut voir que Mme El Khomri et M. Macron n'ont été en définitive que tout simplement les petits télégraphistes de Bruxelles. J'engage les gens qui nous regardent à aller se documenter sur le rapport des grandes orientations de politique économique qui est fixé pour l'année 2017. C'est-à-dire que tous les autres candidats, sauf si c'est moi qui propose d'entamer la procédure de sortie de l'Union européenne, mais tous les autres, y compris Mme Le Pen ou M. Mélenchon, qui veulent renégocier les traités mais qui ne proposent pas ce que je propose, c'est-à-dire d'engager immédiatement l'article 50 pour la sortie, seront obligés d'accepter les grandes orientations de politique économique, et qui ont prévu pour l'année 2017 baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, augmentation de la TVA, diminution du SMIC, diminution des prestations chômage, maintien d'une rigueur accrue, nouvelle asphyxie financière des collectivités locales, ubérisation généralisée de la société française, c'est-à-dire les avocats, les notaires, les médecins, les dentistes, les chirurgiens, les commissaires aux comptes, les experts comptables, les artisans taxis, et j'en passe, et des huissiers et autres, toutes les professions réglementées vont être ubérisées. Ça, c'est l'égopée. Je ferme la parenthèse, je reviens plus précisément sur votre article 49.3. Moi, je ne vais pas signer votre pétition, parce que l'article 49.3, il a une logique. La logique, elle est que lorsqu'un gouvernement lorsqu'une majorité se fait élire par l'opinion publique, il peut se trouver des cas où le gouvernement a besoin absolument de faire passer une mesure conforme à ce que souhaitait l'opinion publique, et que pour une raison diverse ou variée, certains députés, pareil, pourraient rechigner. Le mauvais exemple a été donné par M. Valls, en effet, puisque je rappelle que la majorité socialiste s'est fait élire en 2012 sur un programme socialiste, et en fait ils ont fait tout le contraire. Là où il y a un scandale dans l'utilisation du 49.3, c'est d'utiliser le 49.3 pour faire le contraire des promesses électorales. Mais imaginez l'inverse. Imaginez qu'un chef de l'État ou un gouvernement veuille faire quelque chose de conforme aux promesses, et que ce soit les députés, parce qu'il y ait eu des manœuvres politiques par derrière, ou qui ont eu du travail de lobbying, qui d'un seul coup veulent trahir leurs promesses. Là, on serait bien content d'avoir le 49 alinéa 3. En réalité, ce qui manque derrière tout ça, c'est une éthique en politique. Voilà ce que je pense profondément sur cette question. Je rappelle aussi que si les députés voulaient vraiment refuser la loi El Khomri, ils avaient la possibilité de le faire. Puisque le 49.3, il est réputé, a pour vocation qu'une loi soit réputée adoptée s'il n'y a pas le dépôt d'une motion de censure. Donc les députés socialistes, si vraiment ils étaient contre la loi El Khomri, les frondeurs, etc., il fallait qu'ils déposent une motion de censure qui aurait certainement été votée par l'opposition, et en définitive, le gouvernement serait tombé, la loi El Khomri n'aurait pas eu lieu, et peut-être d'ailleurs M. Hollande aurait été obligé d'avoir recours à des élections législatives anticipées, auquel cas la majorité aurait été balayée. Donc, il faut bien voir que derrière l'article 49.3, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie. C'est que les députés socialistes se plaignent, mais ils avaient le moyen de l'empêcher, sauf qu'ils n'ont pas voulu remettre en cause leur propre carrière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc lisez bien l'article 49 alinéa 3. La situation n'est pas très satisfaisante, je suis d'accord. Moi je pense que l'on pourrait, mais c'est très difficile à formaliser,
C'est un problème d'éthique. Et comment l'idée, moi, que l'on puisse mettre une majorité devant ses responsabilités en disant soit vous votez, enfin plus exactement la loi est réputée être votée parce que soit vous faites une motion de censure et à ce moment-là on retourne pour trancher devant les électeurs. C'est ça la logique. En fait, la réalité de ce qui s'est passé pour la loi El Khomri, c'est que les prétendus frondeurs socialistes, tout simplement, voulaient garder leur poste. Voilà. Alors ils disaient qu'ils étaient contre, mais enfin ils n'ont pas déposé la motion de censure. Voilà. Donc une meilleure utilisation. Voilà. Je suis désolé, mais celle-ci, je ne suis pas d'accord avec cette modification pour les raisons que je viens de dire. Parce que pour le reste, l'idée de violer la volonté populaire est le contraire de ce que je pense. J'en profite pour rappeler que moi, je veux développer les référendums d'initiative populaire avec 500 000 personnes déposant en mairie une signature sur une question validée par le Conseil constitutionnel qui aura validé la constitutionnalité au regard de la Constitution, mais donc avoir un système qui se rapproche des votations suisses ou des référendums en Californie. On oublie trop souvent que dans l'État de Californie, par exemple, il y a, au moment des élections, donc tous les 2 ans, vous savez que c'est tous les 2 ans les élections, il y a les élections présidentielles et puis les élections des midterms, il y a à chacune de ces élections, il y a souvent 7, 8, 9 référendums qui sont proposés aux Californiens. C'est exactement ce que je voudrais faire, et ça permettrait au passage d'améliorer sensiblement sans qu'on touche au 49.3, parce que je connais quand même bien l'histoire de France récente, l'histoire de la Constitution. C'est aussi important d'assurer quand même un État qui soit gouvernable. Se relancer dans les histoires de la 4ème République avec des majorités qui changent, des gouvernements qui changent toutes les 3 semaines, c'est pas non plus une très bonne solution. Voilà. Merci beaucoup pour ces engagements et réponses précises auprès des ambassadeurs de l'ensemble de nos... En tout cas, bravo. Moi, je sais que le Change.org, nous, on y a eu recours. Je me rappelle qu'on avait fait une pétition qui avait eu moins de succès que les vôtres, mais on était plus petits. Et c'était notamment sur la question de la loi Fioraso, je me rappelle, on s'était opposé à ce que l'on autorise dans l'enseignement supérieur des cours entiers en anglais. Je ne suis pas contre l'apprentissage des langues, bien entendu, mais l'idée qu'il y ait dans des grandes universités ou des grandes écoles l'obligation de suivre tous les cours pendant toute une année, par exemple en anglais, je trouve que c'est contraire à la Constitution elle-même, d'ailleurs, qui prévoit que la langue de la République est le français. Donc moi, je suis favorable aux cours en anglais, comme aux cours en japonais que je parle un peu, en chinois, en russe, en brésilien, en tout ce qu'on veut. Et l'idée d'avoir une obligation générale, ça j'ai contre. On avait lancé une pétition sur Change.org qui avait eu un peu moins de succès, mais qui avait quand même eu plusieurs milliers, même on allait dépasser les 15 000 ou je ne sais plus quoi. Donc c'était finalement pas si mal sur un sujet sur lequel l'attention de l'opinion publique n'avait pas été spécialement attirée. Moi je trouve en tout cas que c'est bien, ça témoigne de la volonté des Français, des jeunes notamment, mais pas seulement, de s'approprier le débat public. Je pense que Internet est en train de modifier beaucoup les us et coutumes de la gestion d'un État, de la démocratie. C'est démocratique, Demos Kratos, le pouvoir du peuple. Moi, je me félicite que vous soyez venu me voir. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté quand on m'a proposé que vous veniez. Je crois que les candidats qui ne vous répondent pas ou qui vous font répondre par un de leurs collaborateurs passent à côté de quelque chose. C'est un phénomène sociologique de très grande importance qui est en train de se produire. Vous savez que depuis 2016, les Français passent plus de temps chaque jour maintenant. En moyenne, ils passent plus d'heures devant Internet que devant la télévision. C'est un changement. Les courbes se sont croisées, elles ne se recroiseront pas dans l'autre sens. Je pense qu'on va de plus en plus vers un souci de démocratie collaborative et participative. J'essaie, pour ce qui me concerne dans mon programme, de concilier à la fois la nécessité d'avoir un État qui assure des vraies prises de décision, pour ne pas partir dans le décor avec quelque chose d'un peu utopique qui mènerait à l'ingouvernabilité, surtout des Gaulois, mais aussi la grande nécessité que les gens puissent bien plus donner maintenant leurs mots, leur avis à dire, d'où, comme je l'ai signé avec beaucoup de plaisir, la reconnaissance du vote blanc, d'où aussi le référendum d'initiative populaire. J'y ajoute aussi quelque chose qui est un peu différent, dont on n'a pas parlé. Je proposerais que le chef de l'État dispose, comme actuellement il a un référendum, mais je voudrais aussi qu'il ait un autre type de référendum, beaucoup plus démocratique, parce qu'en France, la tradition référendaire a un peu mauvaise presse. Ça remonte à Napoléon Ier, Napoléon III. Il y a un parfum de plébiscite,
du style votez pour moi, sinon c'est la fin des haricots. Moi, je voudrais que le président de la République puisse avoir des référendums honnêtes, c'est-à-dire où il pose des questions et il s'astreint, lui, à ne pas prendre de position publique. C'est-à-dire qu'il y ait des référendums, s'il prend une position publique, il appelle à voter oui. À ce moment-là, si le peuple vote non, il soit contraint à la démission. C'est ce que De Gaulle avait fait en 1969, c'est ce que Jacques Chirac n'a pas fait en 2005, je trouve ça mal, parce qu'il doit mettre en jeu sa responsabilité. En revanche, il me semblerait naturel que le président de la République, sur toute une série de sujets, il dise aux Français, écoutez, décidez. Par exemple, je l'ai prévu sur le nucléaire. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord ou pas d'accord sur l'énergie nucléaire. C'est un débat complexe, il y a des avantages et des inconvénients à tout. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un grand débat national. Moi, je table sur l'intelligence de mes concitoyens. On leur dit, voilà les avantages du nucléaire, il y en a très sérieux. Voilà les inconvénients, il y en a des très sérieux aussi. Les conséquences dans un cas ou dans l'autre, maintenant, c'est à vous de décider. Et le président de la République que je serais dirait, moi, je ne prends pas parti, on va écouter, les gens vont s'exprimer, et puis j'appliquerai les décisions prises par le peuple français, de telle sorte que le président de la République, tout en étant le chef de l'État, grâce à ce type de référendum, eh bien, il appliquerait la décision prise par le peuple. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Vous œuvrez dans cette direction, je trouve que c'est